Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Toyota Highlander. Et le Toyota Highlander, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau grand SUV de Toyota. Alors cet Highlander est importé pour la première fois en Europe, mais ce n'est pas vraiment une nouvelle gamme dans la gamme Toyota dans le monde, puisqu'il est déjà à sa 4e génération aux États-Unis. D'ailleurs, ne vous fiez pas à son allure assez fluide, bien dessinée, puisque cet Highlander est un gros bébé de 5 mètres de long et 2 mètres de large. En fait, à titre de comparaison, eh bien, il mesure seulement 10 cm de moins qu'un Ford Explorer, donc lui aussi importé des États-Unis, mais également 10 cm de plus qu'un Volkswagen Touareg, donc pour ne citer que 2 de ses concurrents. Alors pourquoi est-ce que Toyota se décide aujourd'hui à l'importer en Europe? Eh bien la raison est simple, c'est qu'aujourd'hui les motorisations hybrides gagnent du terrain sur un segment comme celui-ci qui était jusqu'alors chasse gardée des moteurs diesel. Et donc eh bien, ça permet au constructeur d'élargir sa gamme à moindre frais, puisque le modèle, comme je le disais, existait déjà par ailleurs dans le monde, et donc de conserver au sein de la marque, au sein des concessions, les clients qui seraient un petit peu trop à l'étroit dans un RAV4 avec un SUV de taille plus grande. L'avantage de cet encombrement extérieur assez imposant, c'est que l'espace à bord est évidemment aussi généreux. On a beaucoup de place, on a des sièges assez imposants qui enveloppent bien le corps. À l'arrière, l'espace est royal. Les passagers ont vraiment beaucoup de place, notamment au niveau des jambes. Et puis, ils profitent aussi d'une banquette coulissante, grâce au petit levier ici, qui permet donc soit de faire varier l'espace du coffre, mais aussi d'accéder facilement, grâce à ce second levier, aux places arrière, puisqu'il y a 2 places dans le coffre, si je puis dire, puisque cet Highlander est livré de série en configuration 7 places. Alors bien sûr, en configuration 7 places, le coffre sera un petit peu restreint. Il n'offrira plus qu'alors que 268 litres de contenance. Mais en configuration 5 places, le coffre offre 579 litres avec la banquette reculée au maximum et jusqu'à 658 litres en avançant la banquette à mi-distance. Donc il laisse quand même pas mal de place aux passagers arrière, mais qui libère surtout beaucoup de place dans le coffre. Et puis enfin, si on rabat absolument tous les sièges, eh bien on a jusqu'à 1909 litres de volume utile. Ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, comme vous le voyez, eh bien, la manœuvre se fait manuellement. Donc on n'a pas de petits leviers ou d'assistance électrique comme on peut avoir chez certains modèles concurrents. Et puis on a un coffre qui est parfaitement plat. Et puis sous le plancher, on a également un petit rangement qui permet notamment de ranger le cache-bagages et aussi de cacher quelques petits objets. Alors à bord, vous savez qu'on reproche parfois aux constructeurs d'obliger de passer par un grand écran, de centraliser toutes les fonctions via un grand écran central afin de libérer de la place et donc de supprimer des boutons physiques. Eh bien, ça n'est pas le cas de Toyota qui conserve un bouton, une fonction. Et donc, eh bien, on a beaucoup de boutons ici pour la climatisation, pour les sièges chauffants et ventilés. On a quand même au centre ce bel écran multimédia de 12,3 pouces. Alors l'affichage n'est pas personnalisable comme il peut l'être chez certaines autres marques, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez ergonomique, mais de simple également dans ses fonctionnalités et dans son affichage, avec les menus traditionnels. Donc ici, l'usage du module électrique, le multimédia, siège chauffant et climatisation. Et puis un module d'information sur l'usage, la répartition en tout cas, de la puissance et du couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Et puis face à lui, le conducteur a également un tableau de bord tout à fait classique avec 2 cadrans à aiguille tout à fait traditionnels. Donc là non plus, pas de virtual cockpit personnalisable comme on peut parfois en voir aujourd'hui. Avec à gauche le contour qui indique donc si on se trouve dans la zone d'utilisation Eco ou Power, ou si l'on est en train de recharger, de récupérer de l'énergie à la décélération. Puis de l'autre côté, le tachymètre tout à fait classique. Il a quand même un écran au centre, un ordinateur de bord central pour afficher les informations de conduite. Là aussi, c'est un affichage qui est clair et précis, sans fioritures. On a donc ici les informations sur l'usage de la batterie, quelques paramètres du véhicule, notamment ici les assistances à la conduite qui, malheureusement, c'est aussi une constante chez les constructeurs japonais, sont réglés de manière très sensible. Et donc, par exemple, le Lane Assist, on aura tendance à le désactiver pour éviter les alertes incessantes. Puis si l'on descend, on a les alertes du véhicule, le cas échéant, le multimédia, les aides à la conduite également, et un indicateur du niveau d'efficience atteinte lors des trajets.
Quant au volant, il reste bien entendu lui aussi fidèle aux commandes physiques et donc pas de commande tactile là non plus. En bon véhicule américain, l'espace à bord n'est pas seulement dévolu aux passagers, mais il y a également beaucoup d'espace de rangement. On a donc ici notamment 2 porte-boissons de taille généreuse, un vaste rangement central ici avec espace de charge pour smartphone à induction. Et puis si l'on soulève, on a encore un grand box de rangement ici. Puis le tableau de bord, on a également quelques petits espaces de rangement ici au centre de la console et face aux passagers avant. Techniquement, cet Highlander reprend la même motorisation que le RAV4, à savoir le moteur 4 cylindres 2,5 litres. Simplement, la puissance totale du système a été portée à 248 chevaux. On a donc un moteur essence de 190 chevaux, placé forcément à l'avant. Et puis on a 2 moteurs électriques, l'un de 134 kW situé sur l'essieu avant et le second de 40 kW situé sur l'essieu arrière. Et en fait, c'est ce dernier qui actionne les roues arrière et qui apporte donc la transmission intégrale à cet Highlander, une transmission intégrale que Toyota baptise e-all-wheel drive. Sur la route en bon hybride Toyota, eh bien, ce Highlander n'est pas du tout disposé au dynamisme. C'est-à-dire que bien déjà il y a la boîte CVT, qui est donc une boîte automatique à variation continue dotée de 8 rapports fictifs qu'on peut faire varier ici grâce aux palettes au volant. Mais vraiment cette boîte n'incite pas du tout à une conduite dynamique malgré les 248 chevaux disponibles. En fait, cette boîte permet d'optimiser complètement l'économie d'énergie, mais grève complètement les performances également. Toyota annonce un 0 à 100 en 8,1 secondes, ce qui est parfaitement honorable pour un véhicule de cette taille et de ce poids. Mais vraiment, au volant, les sensations ne sont pas du tout orientées vers la sportivité. On a par exemple une direction qui est très légère, assez démultipliée, qui reste quand même néanmoins assez précise. Donc elle n'est pas du tout désagréable. Et puis on a les suspensions qui vraiment filtrent très bien toutes les dégradations du revêtement, mais qui sont vraiment orientées vers le confort avec une prise de roulis assez marquée lorsqu'on augmente un peu le rythme en conduite active. Et alors cette direction et ce châssis qui ne sont pas du tout taillés pour une conduite dynamique sont finalement une bonne chose, puisque du coup cet Highlander pousse de lui-même à adopter une conduite plus souple, plus coulée, et ça évidemment c'est tout au bénéfice de la consommation, puisque en adoptant une conduite vraiment sur un parcours mixte où on a marié route, autoroute, petit trajet, plus long trajet et quelques portions en ville, eh bien on arrive à une consommation moyenne de 7 litres au 100 km et ça c'est absolument incroyable pour un véhicule de cette taille. Je veux dire 7 litres au 100 km, c'est habituellement ce qu'on peut avoir sur un petit SUV essence ou sur un SUV moyen diesel. Pour arriver à une telle consommation, l'Highlander s'appuie évidemment sur un système hybride qui est parfaitement géré pour passer en mode électrique dès que la situation se présente. Par exemple ici, on est en légère descente, presque en roue libre, juste une toute petite pression sur la pédale, et bien automatiquement la voiture bascule sur le mode EV. On a donc un petit logo au tableau de bord qui affiche, qui nous prévient donc qu'on est en mode 100% électrique. Et en fait, ça arrive très souvent, une fois qu'on y prête attention, on se rend compte que dès que la voiture a une portion où tout le moteur ou tout le système hybride n'est pas sollicité, eh bien elle a tendance à basculer prioritairement sur le mode électrique. Et donc on peut vraiment comme ça alterner de manière très efficace entre l'électricité et le moteur thermique, et au final avec la consommation dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment exceptionnelle pour un véhicule comme celui-ci. Alors le bémol pour certains, ce sera évidemment que le Highlander déconnecte complètement le conducteur et ses passagers de la route, donc on a une conduite très placide, mais finalement il ne faut pas oublier que ce véhicule est un véhicule familial avant tout, et que donc eh bien, la préoccupation sera d'abord à l'économie de carburant et à l'espace qu'à la conduite dynamique. Ça n'empêche pas Toyota de proposer 3 modes de conduite, donc un mode sport qui ne sert donc strictement à rien, qui permet juste en fait d'avoir plus de réactivité à la pédale et de laisser peut-être un peu plus monter le moteur en régime, mais ça a vraiment un intérêt très très limité. Et puis on a surtout un mode normal et un mode éco qui favorise encore plus l'économie d'énergie. Et puis pour ceux qui voudraient faire du 4x4 de temps en temps ou du moins s'éloigner de temps à autre du bitume, eh bien Toyota propose également un mode trail qui s'active donc ici via un bouton dédié sur la coudoir centrale et qui permet alors d'augmenter le couple qui va être renvoyé vers les roues arrière et surtout d'optimiser l'envoi de couple vers la roue qui a le plus de motricité pour faciliter tous les passages un petit peu difficiles en mode hors-piste. Maintenant attention, on n'est pas sur un Land Cruiser.
Soyons bien clairs, sur autoroute comme ici, eh bien, la boîte CVT remplit parfaitement son travail, elle parvient à rester assez bas dans les régimes, donc on n'entend pratiquement pas le moteur tourner. Par contre, on constate que la sonorisation, notamment au bruit de roulement, est peut-être un peu moins bonne que chez certains modèles concurrents et a fortiori sur des modèles premium. Concernant le prix, cet Highlander est disponible à partir de 56 450 € dans le Royaume de Belgique, une fois. Et à ce prix-là, il est déjà parfaitement équipé puisqu'on a notamment droit à l'accès au démarrage main libre, mais aussi à toute la panoplie des systèmes de protection et de sécurité, notamment la surveillance des angles morts ou encore la circulation transversale en marche arrière. Notre version est la version intermédiaire, la version Dynamic Plus, avec en option le Luxury Package, le Luxury Pack. Et donc, eh bien, sur cette version, on a droit en plus notamment au capteur de stationnement avant et arrière, mais aussi au haillon motorisé. On a droit, grâce au Luxury Pack, à l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces ici au centre, au siège chauffant et ventilé. Ça aussi, c'est une bonne habitude des modèles américains, des équipements tels que ceux-là. Et puis tout en haut de la gamme, il y a la version Premium Plus à 66 490 €, qui donc elle inclut vraiment la totale en termes d'équipement, puisqu'on aura notamment droit au volant chauffant. Et puis la seule option sur cette version sera le toit ouvrant panoramique. Notons également qu'il faut passer sur cette version premium pour avoir droit à l'afficheur tête haute qu'on aurait aimé avoir sur les autres versions également. N'empêche qu'à 66 490 €, vous avez un grand SUV 7 places parfaitement équipé avec une motorisation hybride vraiment d'une efficacité irréprochable. Et en fait, eh bien, ça coûte à peu près le prix d'un Lexus RX de base. Alors sur le Lexus, vous aurez sans doute une finition un petit peu plus léchée, mais il coûte de base à peu près 64 000 €. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cet Highlander? Eh bien, on va retenir que c'est grosso modo un gros RAV4, c'est-à-dire que sa motorisation hybride fonctionne aussi bien que celle du RAV4. Il se montre très économique à l'usage puisqu'il pousse naturellement à adopter une conduite assez souple, assez coulée. Et puis on remarquera aussi son excellent rapport équipement-prix et habitabilité, puisqu'il propose 7 places, un équipement complet dès la version de base, et puis un prix maximum qui pourra atteindre à peine plus de 65 000 €, là où eh bien, les concurrents, notamment sur le marché premium, s'envolent bien au-delà des 80 voire 100 000 €. Signalons encore que fait rare pour un véhicule hybride, eh bien, cet Highlander peut tracter jusqu'à 2 tonnes. Donc ça aussi, ça pourrait être un argument d'achat pour certains acheteurs en tout cas. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. Salut!